Selon le thème de ces assises, investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir, ces rencontres sonnent le rendez-vous de l'emploi. Les entreprises qui sont mobilisées pendant 3 jours vont faire des entretiens et au bout de ces entretiens, 1000 jeunes auront des opportunités de stage ou d'emploi. Si l'enjeu était de réunir les jeunes et chefs d'entreprise en un même endroit pour seulement discuter, des jeunes sont bien déterminés à repartir chez eux avec un contrat. Nous avons été vraiment, je dirais, formés, informés pour que vraiment nous soyons une génération qui pourra assumer la relève de demain. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'être employés veulent des conseils et aussi des financements. Pendant les 3 journées de réflexion des assises, les jeunes pourront suivre des masterclass avec des vedettes bien connues, devenues aujourd'hui pour eux des modèles. C'est l'encouragement, c'est la solidarité. Je suis là pour leur dire que moi je suis parti de rien. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'ai pu réussir. Je vendais des journaux, j'ai ciré des chaussures et aujourd'hui, par la force du travail, parce que j'ai beaucoup bossé, je me réveille à 5 h du matin, je fais des entraînements en plus pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Quand on a envie de réussir, on peut y arriver. À ces travaux, les jeunes pourront plaider pour leurs droits, le travail, mais leurs devoirs seront également au cœur des débats pour leur donner de l'audace. Savoir-être, savoir-faire, savoir-faire, faire. Des qualités que doivent développer les femmes pour être des moteurs de développement de leurs entreprises et de bons leaders. C'est cette vision que la présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, Mariam Daou Gabala, veut partager avec les femmes du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire. Pour arriver à être des leaders féminins en entreprise, il y a un certain nombre d'obstacles qu'elles doivent lever. La première des choses, c'est qu'elles comprennent c'est quoi un leader. J'ai aussi relevé qu'il y a des comportements de leadership qui sont typiquement masculins, il y a des comportements de leadership qui sont typiquement féminins, mais les deux se complètent. La prise en compte des femmes dans les processus décisionnels en entreprise est l'objectif recherché par les organisateurs de cette cérémonie. Une cérémonie organisée pour rendre hommage aux femmes du secteur du pétrole. On a choisi ce thème pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient un peu marginalisées dans les entreprises. L'émergence 2020, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Donc on souhaiterait, à travers cette conférence-là, booster nos femmes, vraiment aller de l'avant et accéder à des postes de responsabilité. Dans ce secteur qui compte beaucoup de dirigeants masculins, les femmes entendent jouer leur part pour impacter leur environnement et être de véritables leaders. Les jeunes filles sont invitées à être vigilantes. Elles ne doivent pas être victimes des hommes qui leur font de fausses promesses, car certaines d'entre elles sont souvent abusées. En quête de vie meilleure, elles sont utilisées à d'autres fins. L'accueil des personnes est défini autour de 3 éléments constitutifs. Le fait de recruter, transporter, héberger et accueillir une personne chez soi, l'utilisation de la force, la tromperie, la duperie, l'abus d'autorité et le profit de la situation de vulnérabilité. Le 3e élément qui est le but, qui est d'ailleurs très important, ce qui peut être à des fins d'exploitation sexuelle. C'est pour combattre ce phénomène que la campagne de sensibilisation contre la traite des personnes a démarré dans la commune d'Abobo. Dans le cas de la traite des personnes, les chiffres montrent que les femmes sont les plus touchées. Et donc quand on lance le message, elles sont plus promptes à réagir que les hommes. Une action à laquelle adhèrent les autorités municipales. La seule façon de porter loin donc cette lutte-là, ce combat, c'est justement la sensibilisation. C'est de descendre sur le terrain, d'aller vers les personnes. Et notre commune est effectivement une commune cible. Nous, en tant qu'autorité, c'est une joie pour nous de voir qu'un programme descend jusqu'à ce niveau avec donc, le point focal pour sensibiliser dans ces populations comme ce phénomène. La traite des personnes rend vulnérables les populations. L'ONG Solterre entend sensibiliser 15 localités pour contribuer à la réduction de ce phénomène en Côte d'Ivoire. Vassidiki Fadiga, c'est le nom du nouveau président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire, FENAPSI. Il a été investi à la tête de ces structures en présence des responsables de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, du représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, des chefs traditionnels et religieux. Investi, le nouveau président de la FENAPSI entend donner le meilleur de lui-même et permettre ainsi l'amélioration des conditions de vie des membres de ces structures, mais aussi celles des artisans dans leur ensemble.
Vassidiki Fadiga exhorte les artisans professionnels à le soutenir en vue de l'aider à réussir avec succès sa mission. Une mission difficile mais pas impossible selon le nouvel occupant du fauteuil de la FENAPSI. Bamba Kassoum et Koué Dozo, respectivement président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, ont invité le tout nouveau président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire à se mettre au service des membres de son bureau et de tous les artisans sur tout le territoire national sans exception. L'investiture du nouveau président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire a eu lieu au siège de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, sise aux 2 plateaux. Je suis même étonné de savoir que je n'ai pas remarqué. Comment est-ce arrivé? Hier, samedi soir, elle est sortie avec un groupe d'amis. Quand c'est complexé, je suis désolé. Le cinéma ivoirien a 50 ans. Occasion pour l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACCI, et l'Institut français de rendre hommage au doyen Timothée Bassori et à l'ensemble de la corporation. En ouverture de ces cinquantenaires, 2 films. Celui de Timothée Bassori sur la dune de la solitude tourné en 1964 en noir et blanc et Juan de Philippe Lacotte réalisé récemment avec les technologies modernes. Je salue la célébration du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Le premier acte va permettre pendant une semaine à beaucoup de jeunes cinéphiles de découvrir des films qu'ils n'ont pas eu la chance de voir. Je pense que c'est une belle chose pour nous qui sommes en fait passionnés de cinéma. C'était vraiment un film de 1964 et puis les acteurs étaient beaux surtout. J'ai vraiment aimé les plans. 50 ans d'histoire du cinéma ivoirien marqué par des avancées, d'où l'intérêt de ces cinquantenaires. Cette opération n'a pas été facile à monter et quand je vois tout ce monde qui vient voir le premier film ivoirien, je crois que je ne peux qu'être heureux. L'occasion est belle donc de profiter de ce cinquantenaire pour présenter des films cultes et montrer à la jeunesse vraiment que le cinéma a commencé depuis longtemps. On recherchait des émotions, on en a. À travers l'important outil de développement du secteur, l'ONACCI, l'État de Côte d'Ivoire montre sa détermination à faire émerger le cinéma et en faire un levier de l'émergence même de notre pays. Pendant 5 jours à l'affiche de l'Institut français, on aura des projections de films, des retrouvailles entre réalisateurs, acteurs et producteurs, mais surtout, occasion de revisiter le patrimoine cinématographique de la Côte d'Ivoire. Des rats géants pour détecter la tuberculose. C'est le pari fou d'une ONG belge Apopo qui, depuis 2013, a importé au Mozambique un programme de recherche déjà mis en place en Tanzanie. Apopo utilisait déjà des rats pour détecter les mines antipersonnelles. L'ONG cherche désormais à prouver leur utilité dans le dépistage de la tuberculose. Une maladie qui, selon l'OMS, touchait 9 millions de personnes dans le monde en 2013. Les rats que l'on utilise sont dénommés Chrysétomes des savanes. Ils sont endémiques en Afrique et adaptés à cet environnement. Ils pèsent entre 1 et 1,5 kg et mesurent environ 30 cm de long. Ils sont gentils, dociles, faciles à dresser et ils ont un très bon odorat. Ce qui les rend capables d'identifier cette odeur particulière qu'a la tuberculose. Les rats sont dressés pour associer l'odeur à une récompense sous forme de nourriture. L'équipe leur présente un ensemble d'échantillons de crachats positifs et négatifs. Si le rat s'arrête devant un échantillon, c'est qu'il est positif. Un clic du technicien et le rat se précipite pour avoir sa récompense. Les rats indiquent souvent des fragments qui étaient considérés négatifs lors du test au microscope traditionnel. On revérifie ensuite les échantillons et il se trouve que beaucoup d'entre eux sont en fait positifs. Alors on rapporte ces résultats au centre de santé pour qu'ils traitent les patients concernés. En 2 ans, Apopo aurait ainsi permis de déceler la bactérie responsable de la tuberculose chez plus de 1200 personnes mal diagnostiquées. Pour l'ONG, cette technique originale est également plus rapide et moins coûteuse que les tests standards. En 30 minutes, les rongeurs testent près d'une centaine d'échantillons. Le ministère mozambicain de la Santé suit de près les recherches d'Apopo. Le pays a enregistré entre 2013 et 2014 une hausse de 10% des cas et 20 000 personnes sont mortes de la tuberculose en 2014. C'est une recherche qui est la bienvenue et au ministère de la Santé, nous sommes intéressés de savoir ce que cette recherche donnera au final. Mais nous pensons qu'il lui reste un long processus devant elle. Il est nécessaire que cette technique soit homologuée. Apopo compte désormais multiplier les tests et généraliser sa technique à d'autres régions du pays afin de lancer le processus d'homologation auprès de l'OMS, un processus qui pourrait prendre 5 à 6 ans.
À seulement 1 mois, la petite fille de Hadjara a échappé de peu à la mort. En cause, une pénurie de lait. Mal nourrie et très malade, elle a été sauvée de justesse. À sa naissance, elle refusait de téter et il n'y avait plus de lait. Donc elle n'avait plus rien. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Mais le cas de cette petite fille est loin d'être unique. Dans cet hôpital de la capitale nigérienne, Niamey, les admissions en urgence de bébés pour cause de malnutrition sont monnaie courante. Et cette année, on estime qu'1 million d'enfants nigériens seront affectés. Ce problème de santé majeur s'explique par les pénuries fréquentes de nourriture, de mauvaises conditions d'hygiène et une méconnaissance des règles de nutrition de base, surtout en ce qui concerne l'allaitement. Parce que les mères, ils ne savent pas à quel âge il faut célébrer les enfants. Par exemple, maintenant, selon nos coutumes, dès qu'une femme tombe en grossesse, si elle allait, systématiquement, c'est la grand-mère qui vient, elle arrache le petit pour l'amener avec lui. C'est surtout la principale cause de la malnutrition, c'est surtout l'ignorance. Le Niger a le taux d'accroissement naturel le plus fort au monde. D'ici 18 ans, sa population de 17 millions de personnes devrait doubler. Pour ceux qui combattent le problème de la malnutrition, l'enjeu est de taille. La réponse médicale doit être adaptée. Avec l'expansion, ça va être une situation insupportable si on se limite seulement au traitement. C'est pour cela, depuis un certain moment, on met plus d'accent, on fournit plus d'efforts dans la prévention, en plus du traitement. Les associations veulent désormais intensifier la prévention pour changer les mauvaises habitudes transmises de génération en génération. Le petit garçon d'Aïchata a 16 mois. Lui aussi souffre de malnutrition. Désormais tiré d'affaire, il reçoit des compléments alimentaires depuis 3 semaines. Le jour où je l'ai emmené ici, il était malade. Je l'ai emmené au vendeur de médicaments dans la rue et puis je l'ai emmené à l'hôpital. Ils l'ont soigné et merci à Dieu, il se porte bien. Il a pris du poids. Alors que le pays se concentre sur la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, les travailleurs de santé savent qu'ils font face à une bombe à retardement démographique et qu'ils sont engagés dans une course contre la montre. Ce ne sont pas des chatons trop bien nourris, mais bien des lionceaux qui se prélassent dans le salon de cette famille de Gaza. Elle les a rachetés au zoo de Rafah, qui, à court d'argent, a dû se séparer de certains animaux. Le père de famille espère pouvoir louer les lionceaux dès qu'ils auront 5 mois à des restaurants ou des parcs d'attractions. Ce genre de défilé est actuellement très rare. Si des opportunités comme aujourd'hui se présentent plus régulièrement, je pense que ça serait formidable. Je suis vraiment très contente d'avoir eu la chance de faire une apparition sur scène. Nous avons introduit quelque chose appelé le design des gens. Les vêtements sont destinés à tous dans le monde. Je pense que la responsabilité de la mode est d'avoir des vêtements tendance et faciles à porter. Donc c'est cela que nous proposons dans notre concept. Il y a encore un mur au Japon entre les gens avec des handicaps et le reste. Cependant, avec des événements comme ce défilé, nous voulons envoyer un message et demander aux gens de nous rencontrer cœur à cœur.